qui sera la dernière avant la pause estivale. Nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble sur le sujet du digital learning, en se demandant si le digital learning est l'avenir de la formation. Et nous ferons avec Mathias Manot, que je présenterai plus en détail tout à l'heure. En attendant, et pour laisser les gens se connecter, quelques, quelques petits détails sur les règles du jeu. Euh, L'idée, c'est que ce moment soit le plus interactif possible et qu'on puisse vraiment répondre à vos questions. Néanmoins, votre nombre ne nous permet pas d'ouvrir tous les micros. En revanche, nous vous proposons d'ores et déjà de poser toutes les questions que vous pouvez avoir dans la partie Q&A, questions and Answers, qui est sur la droite de votre écran et dans lequel vous pouvez d'ores et déjà, du coup, écrire vos questions, vos interpellations au fur et à mesure pour Mathias, etc., etc. Euh, cette minute, qui va durer une petite heure, va se décomposer en deux moments. Un moment où on va un petit peu avec Mathias poser les définitions et les grands enjeux du sujet du digital learning, parler un petit peu aussi de ce que ça a pu de ce que ça a pu permettre dans la crise récente du Covid. Et puis, dans un deuxième moment, on va essayer de se garder 20-25 minutes pour que vous puissiez répondre, pour que Mathias puisse répondre à toutes vos questions dialoguer avec vous. Je me ferai le relais des questions que vous poserez sur la partie Q&A. J'essaierai de les synthétiser et j'essaierai de poser le maximum de questions en sachant qu'évidemment, nous sommes limités par le temps et donc je m'excuse par avance auprès de ceux dont je ne pourrai pas relayer les questions. Donc, Mathias, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, je te reçois à deux titres. En fait, d'abord au titre de doctorant au centre de recherche eCube, qui est l'un des centres de recherche de Polytechnique spécialisé en management de l'innovation. Et donc, dans le cadre duquel tu as rédigé une thèse qui va bientôt être soutenue sur l'émergence de la sagesse des foules à travers l'étude des forums en ligne. Exactement. Mais depuis un an et demi aussi, tu nous as rejoint à l'Executive Education de l'École Polytechnique afin d'être notre Digital Learning Manager. Et donc, c'est toi qui es en charge de l'hybridation, de la digitalisation, de la production de contenus digitaux pour travailler avec nous sur l'offre qu'on souhaite offrir, qu'on souhaite offrir et moderniser pour la mettre au goût du jour. Tu es également l'un des responsables du MOOC Écrire et publier un papier de recherche, donc doit être l'un des plus regardés, en tout cas de tout le plateau de Saclay. Euh, et tu as récemment participé à une étude internationale dont les résultats sur le digital learning, dont les résultats ont été publiés en français, alors sur un site que tu vas nous rappeler. Qui est un blog tenu par nos partenaires de l'Institut Mines Télécom qui s'appelle Innovation Pédagogique. Voilà, mais qui est en fait la version française d'un papier qui a été publié en anglais et qui fait un peu le point sur le digital learning dans le monde après à l'épreuve du Covid. C'est bien ça. Exactement. Et donc on a rédigé avec Perrine de Coët-Logon et Bertrand Moquet le rapport concernant la France aux côtés d'une trentaine d'auteurs qui regroupent plus de 60% de la population mondiale, chacun présentant ce qui s'est passé durant le Covid les impacts du Covid sur le système éducatif de chaque pays. Alors on mettra le lien de la version française et de la version anglaise sur le YouTube, sur la chaîne de l'École Polytechnique quand on mettra la vidéo. Là, l'idée, c'était de profiter de ce moment pour parler un petit peu de ce sujet de digital learning et notamment des résultats de ta thèse, donc sur comment l'intelligence collective peut aider à travailler autrement le digital learning et avoir autrement du coup le contact, puisque c'est un des reproches qu'on fait au digital learning. Mais d'abord, peut-être une question toute simple. Quand on parle de digital learning, on a souvent des représentations relativement simplistes. On pense à quelques vidéos en ligne qui remplacent le cours. On pense, dans des cas peut-être un petit peu plus élaborés, à la classe inversée, où on va passer un certain nombre de contenus avant, quitte à transformer la classe réelle en atelier. Mais c'est beaucoup plus que ça, le digital learning, en fait. Donc peut-être que tu pourrais nous aider à y voir plus clair et à poser une définition. D'ailleurs, peut-être qu'on peut demander aussi
à nos participants ce qu'ils en pensent. Je crois qu'on a préparé un petit quiz sur le sujet. Tout à fait, il vient d'être ouvert. Donc, qu'est-ce que pour vous le digital learning? Est-ce que c'est la spécialité médicale de la main, l'enseignement des sciences du digital, du numérique, ou un acte de formation utilisant des outils numériques? On vous laisse quelques instants pour répondre. L'idée étant que on peut prendre en compte votre réponse seulement si vous appuyez sur le bouton Submit. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez fait votre choix A, B ou C, d'appuyer sur le bouton Submit pour qu'on puisse, et notamment Arnaud, prendre en compte vos réponses et envoyer, envoyer, envoyer les résultats dès que vous serez le plus nombreux possible à avoir répondu. Donc, est-ce que c'est la spécialité médicale qui s'occupe de la main, de l'étude de la main? Est-ce que c'est l'enseignement des sciences du digital et du numérique? Ou est-ce que c'est un acte de formation utilisant des outils numériques? Normalement, si vous êtes là et que vous ne vous êtes pas perdu, je pense qu'on devrait avoir un assez bon résultat. Arnaud, je ne sais pas où on en est. Peut-être on peut bientôt fermer dans 10-20 secondes le, le sondage. Voilà, donc En, répondez maintenant. en effet, l'idée de cette introduction, c'est bien de revenir sur la définition du digital learning. Donc, on n'a pas, évidemment pas voulu vous piéger. Mais en tout cas, de poser les bases de ce dont on va parler pendant les 20 minutes qui arrivent. C'est pour ça qu'on attend les résultats pour pouvoir lancer la première partie de la réponse. Donc j'ai les résultats sous les yeux. Vous êtes 69%, même plus que ça en réalité, si on nommait ceux qui n'ont pas répondu, vous avez quasiment tous répondu correct. C'est donc un acte de formation utilisant des outils numériques. En tout cas, c'est dans cette perspective-là que je me positionne, avec la combinaison des deux termes anglais digital pour numérique et learning pour enseignement et pour être plus précis pour apprentissage. Et donc, en effet, tout acte de formation qui utiliserait un outil numérique serait catégorisé dans ce terme aujourd'hui très populaire de digital learning. Alors, digital learning, c'est en effet ce terme qu'on entend énormément aujourd'hui. Est-ce que c'est un effet de mode? La question se pose puisqu'il succède au mot e-learning. Ici, c'est le I en anglais pour electronic learning, donc c'est aussi, ça pourrait presque être la même définition, au détail près que l'e-learning qui est apparu auprès du grand public avec les MOOC, c'est vraiment l'apprentissage à distance, l'enseignement à distance. Et il est important de faire la distinction entre apprentissage et enseignement, on y reviendra plus tard. Mais voilà, c'est cette idée sur le e-learning d'avoir un cours à distance. Peut-être qu'on peut revenir sur ce que c'est qu'un MOOC très brièvement. Bien sûr. Donc un MOOC, ça a été popularisé, ça commence autour des années 2008 au Canada. Historiquement, c'est la captation des amphithéâtres dans les grandes universités américaines et canadiennes et la diffusion en direct ou en retransmission de ces cours d'amphi. En France, c'est arrivé autour des années 2013, 14, 15, où on reprend cette idée de faire un cours en ligne. Et donc là, on est bien dans cette famille du e-learning. Je me place dans le clan de ceux qui définissent une famille englobant le e-learning, qui est le digital learning, où là, en effet, c'est dès qu'on utilise un outil numérique, on va se retrouver dans un acte de formation dit digital. Et donc, on pense à l'enseignant en classe qui va utiliser un PowerPoint projeté via un vidéoprojecteur. On est dans un cas de digital learning. Ce qui est Donc on est sur des pratiques qui sont relativement anciennes, parce que exactement. le rétroprojecteur n'est pas nouveau. Déjà dans les années 70, quand Foucault faisait ses cours au Collège de France, pour pouvoir augmenter le nombre de places, on filmait son intervention pour la transmettre en direct dans un deuxième amphithéâtre à côté, pour augmenter l'espace disponible parce qu'il y avait trop de monde pour un seul amphi. Donc voilà, c'est juste le perfectionnement par les outils par les outils numériques de technologies ou de techniques qui existaient déjà. Exactement. Je pense que l'un des points importants que tu soulignes avec ta référence, c'est que ce n'est pas du tout nouveau. Contrairement à ce que
On peut vouloir faire croire à certaines entreprises ou à certaines universités. En effet, c'est pas du tout nouveau le fait d'utiliser des outils, hein, tout simplement, qu'ils soient numériques ou pas, pour enseigner. Et justement, je voulais remettre cette base-là que quasiment l'intégralité, en tout cas dans le supérieur, énormément de cours sont déjà dans la catégorie digital learning. Ce qui est peut-être nouveau, c'est l'accélération des nouveaux outils qui existent pour améliorer l'enseignement. Et ça, c'est pour répondre à deux problèmes, en tout cas selon moi. Le premier problème, c'est celle de la massification. La massification, c'est l'augmentation croissante exponentiellement peut-être, du nombre d'élèves, d'étudiants, de stagiaires, qui est l'équivalent en formation continue. Et donc, il est important pour une nation de former sa population. Et donc, il est indispensable que l'enseignement supérieur et la formation continue absorbent c'est cette population qui croît énormément. Alors on peut se souvenir de la rentrée universitaire de 2017 où les amphithéâtres bondés faisaient la une des journaux avec ces étudiants qui étaient assis par terre au milieu des escaliers, voire derrière, au fond de l'amphithéâtre. Moi-même, j'ai pu vivre ça un petit peu sur les bancs de la Sorbonne, où en effet, il n'y avait plus une place pour passer, avec l'enseignant qui nous disait très clairement, je sais que les mesures sécuritaires ne sont pas Nickel. validées, et voilà, respectées, mais j'ai pas le choix, si vous n'êtes pas content, vous allez voir les pompiers. Donc on a cet effet de massification qui explose d'une part, et d'autre part, c'est la personnalisation. La personnalisation, c'est le fait de dire qu'on prend en compte l'expérience de l'étudiant, du stagiaire, de l'apprenant en général. Expérience pourquoi? Parce que tout un chacun arrive au sein d'un cours avec une expérience passée. Et jusqu'à présent, de par cette massification, il est compliqué d'adapter le cours à l'expérience de chacun. Or, c'est un enjeu primordial, d'autant plus en formation continue, où quand on reçoit des apprenants dans nos formations, ils arrivent chacun avec une expérience professionnelle. Alors, je laisse de côté les changements de carrière, mais en tout cas, ceux qui veulent monter en compétences sont là avec une certaine expérience. Et donc, quand ils s'inscrivent à un certificat chez nous, ou à un diplôme, à une formation en général, dans certains cas, ils ne viennent que pour certains modules. Et donc, la question du digital learning et son accélération aujourd'hui, c'est comment essayer de résoudre ces deux problèmes. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, en fonction du type d'enseignement, ça ne répond pas, les différents outils de digital learning, les différentes techniques ne répondent pas aux mêmes enjeux. Typiquement, tu n'as Exactement. pas parlé t'as pas parlé de l'enseignement secondaire, mais effectivement, on a eu pendant les années 90, 2000, surtout 2000, la vague des tableaux numériques interactifs qui étaient là pour diffuser des contenus multimédia, pour animer le cours autrement, mais qui n'étaient pas là pour massifier. Là, on est sur des problématiques qui sont spécifiquement enseignement supérieur et formation continue. Tout à fait. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que je me place en effet. On pourrait parler de la massification qui est peut-être moins visible du secondaire avec des classes qui passent de 25 à 32. Ça paraît pas beaucoup, mais du point de vue de l'enseignant, c'est énorme et même de la qualité de l'enseignement, c'est énorme. On entend souvent dans les médias cette problématique de la taille des classes avec des résultats de recherche en sciences de l'éducation qui démontrent que oui, ça a un impact négatif. Mais en effet, le TBI, tableau blanc interactif que tu mentionnais, répond à d'autres enjeux que je maîtrise moins. Et donc, en effet, je concentre cette présentation sur l'enseignement supérieur et la formation continue. Et donc, la Donc, question tu as qu'on donc peut... une partie importante, mais pas la seule, de ce qu'on appelle le digital learning. Exactement. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les usages de ces outils numériques et comment ils peuvent résoudre, ou en tout cas adresser les deux problématiques de massification et de personnalisation. Concernant l'amphithéâtre classique, que j'ai en tête quand j'entends un amphithéâtre, c'est une salle bondée, peut-être pas surexposée, mais en tout cas avec tous les bancs remplis, 200 élèves, en général qui s'élèvent en hauteur, avec un enseignant sur son estrade qui fait sa présentation
au travers d'un PowerPoint ou non, ou du tableau et de la craie, que sais-je. Alors, petite parenthèse, l'amphithéâtre est déjà lui-même un outil de massification. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le numérique ne fait qu'augmenter cette massification, puisque en captant, par exemple, ou en diffusant en live le cours qui se déroule en amphithéâtre, on touche évidemment beaucoup plus de personnes, et donc on augmente encore, on accélère encore cette massification. C'est évidemment pas le seul outil qu'on pourrait intégrer dans l'amphithéâtre. On peut penser à l'interactivité avec, avec les étudiants, puisque la question, c'est comment est-ce qu'un intervenant, un enseignant, va pouvoir interagir, on y reviendra un peu plus tard, sur cette interaction qui est primordiale dans l'acte d'enseignement et d'apprentissage, et comment interagir avec 200 personnes en face. Pour l'avoir expérimenté, je n'ai jamais réussi à interagir avec chacune des personnes qui se trouvaient dans un amphithéâtre. En revanche, là aussi, des outils numériques permettent d'échanger. On peut citer WooClap, qui est partenaire de l'école polytechnique, qui permet justement de rendre plus interactif un amphithéâtre. Et cette interaction-là, en fait, elle répond peut-être un peu plus à la deuxième problématique de personnalisation. Ici encore, il existe déjà des façons de personnaliser Juste peut-être Oui. pour que tout le monde comprenne, WooClap, c'est un équivalent de Klaxoon, qui est plus connu peut-être. Et donc, c'est la capacité, par exemple, de faire voter la salle ou de faire des quiz comme on vient de le faire là, mais dans le cadre d'un amphithéâtre. Exactement. C'est vraiment un outil, et j'y viens tout de suite. Je voulais juste partir d'une situation, on va dire, sans outil numérique, où un cours particulier, c'est selon moi la définition primordiale de ce qu'est la personnalisation d'apprentissage et d'enseignement, puisque donc c'est un enseignant pour un élève, et donc l'enseignant va vraiment s'attarder sur les lacunes et les difficultés de l'élève pour essayer de le faire progresser dans le cours. Comment est-ce que ça se traduit ça dans les outils numériques? Ça se traduit notamment par WooClap et par une nouvelle notion qu'on introduit ici qui s'appelle l'adaptive learning. Donc d'abord, WooClap, en effet, comme tu le disais Fabien, c'est bien un outil qui vient en plus, par exemple, de la présentation d'un enseignant en amphithéâtre et où on va faire interagir, comme on le fait avec le premier sondage qu'on a fait au début de la session, pour interagir avec les participants. Comme je disais, dans un amphi de 200 personnes, on ne peut pas interagir avec les 200 personnes. En revanche, les outils numériques nous permettent d'échanger avec la salle et de faire que chacun se sente impliqué. WooClap a développé de plus en plus d'outils qui permettent de voir le nombre de personnes qui ne seraient pas, qui ne comprendraient pas la notion qui est en train d'être expliquée avec une option de je suis perdu. Ainsi, l'enseignant a en live une proportion de l'amphithéâtre qui n'arriverait pas à suivre et donc il sait qu'il doit revenir. Et donc là, on n'interrompt pas le cours avec un petit lot de personnes qui poseraient des questions, mais on a bien on arrive à ressentir une compréhension de l'ensemble de la salle via ces outils numériques. L'adaptative learning va un peu plus loin, puisque c'est l'usage d'outils numériques, notamment au travers de plateformes comme Moodle, qui est la première plateforme de l'enseignement supérieur, où là, en fait, tout échange enfin, tout ce qui se passe, toute action qui se passe sur cette plateforme-là laisse une trace numérique. Donc, si je vais consulter une Peut-être activité. pour que ce soit clair pour tout le monde, Moodle, c'est ce qu'on appelle un LMS. Donc, c'est-à-dire que c'est en fait une plateforme sur laquelle tout apprenant peut se connecter et donc à son espace où il peut faire. Alors, il y a énormément de fonctionnalités en fonction des versions de Moodle, mais on peut presque toujours avoir les supports de cours. On peut éventuellement déposer un devoir. On peut éventuellement avoir des forums, mais c'est voilà, c'est un outil qui accompagne une formation et qui permet d'avoir en ligne un certain nombre de ressources qui permettent à l'apprenant de compléter le cours, voire trouver même les ressources du cours sur Internet. Exactement. Et donc, du coup, dès qu'on va interagir avec une activité pédagogique, que ce soit une vidéo, un quiz, un exercice, le dépôt d'un devoir, tout ça est consigné par la plateforme. Et donc, en bon français, les learning analytics, qui sont ces traces laissées, en les analysant, on arrive à voir que telle personne aurait compris la notion A, mais pas la notion B. Et ça permet à l'équipe pédagogique, et quand je dis équipe pédagogique, je souligne aussi le fait qu'il n'y a plus que l'enseignant qui doit être face aux élèves,
c'est à l'équipe pédagogique là de voir que tel élève est en retard. Est-ce qu'il est en retard parce qu'il n'a pas fait son devoir ou est-ce que c'est parce qu'en réalité, il n'arrive pas à faire son devoir parce qu'il aurait échoué tel ou tel exercice qui nous fait comprendre qu'il n'a pas bien compris cette notion-là. Et donc, avec l'adaptive learning, on peut lui renvoyer du contenu sur ses points faibles. Et donc, évidemment, ce n'est pas dans un optique de pointer ses points faibles, mais c'est bien de s'attarder plus sur les points d'incompréhension pour le faire progresser dans le cours. Alors, du coup, moi, ça soulève deux questions. On voit bien en quoi ça permet de mieux personnaliser par rapport à une masse. Mais justement, cet effet de personnalisation jusqu'à présent était géré par la dualité entre le cours magistral où il y avait la masse qui recevait, pour aller vite, qui recevait les connaissances, même s'il y avait évidemment des questions-réponses, même si les profs savaient sentir leur auditoire, etc. Et de l'autre côté, le TD où on était censé avoir des choses plus pratiques, des formats plus pratiques, plus interactifs, plus orientés vers des travaux pratiques, comme le nom l'indique. Mais de fait, on a beaucoup moins la notion de contact humain avec le numérique. On a de la personnalisation, mais qui pourrait être une personnalisation un peu froide, qui peut-être ne se substitue pas complètement à la relation qui naît avec un enseignant. On a tous eu des enseignants passionnants en cours magistral, même si ce n'était pas la majorité. Et on a tous eu des des enseignants avec lesquels on a tissé une relation spéciale. Ça devient plus compliqué. Deuxième question, du coup, tu substitues au prof, au maître quelque part, l'idée d'une équipe pédagogique, en sachant qu'aujourd'hui, par exemple, la fac ou même les grandes écoles n'est pas totalement fabriquée comme ça. Typiquement, aujourd'hui, dans beaucoup de facs, quand on demande aux professeurs de digitaliser en catastrophe un certain nombre de contenus pour la rentrée, ils sont laissés seuls, sans aide, ni technique, ni d'ingénierie pédagogique. Et parfois même, quand on leur propose, ils la refusent parce qu'ils ont l'impression de saucissonner leur savoir, etc., etc. Donc, il y a vraiment peut-être aussi une tension entre les modes d'enseignement classique, la manière dont on racontait, dont on mettait en récit les connaissances avant, et la manière dont elles se fabriquent dans le digital learning. Et d'ailleurs, on a bien vu sur l'évolution des MOOC. Hein. Les MOOC, tu disais au départ, on filmait simplement le cours, et puis on a vu que les MOOC qui fonctionnaient étaient des MOOC maintenant beaucoup plus scénarisés, beaucoup plus travaillés, exprès pour des contenus numériques. Donc, il y a vraiment une spécificité de cet outil numérique. Comment est-ce que, d'un côté, on pourrait éventuellement argumenter contre cette idée de la déshumanisation, parce que c'est un sentiment réel, et c'est un sentiment que les profs ont eu quand on leur a demandé de digitaliser, et comment d'un autre côté, on peut aider à la transition, étant donné que pour l'instant, beaucoup d'enseignants-chercheurs sont un peu seuls face à leur Zoom et à leur ordinateur, qu'ils ont parfois payé même eux-mêmes. C'est vrai, tu as entièrement raison. Donc, si je reviens sur ta première question, le TP résout pas, et en effet, pareil, avance vers cette notion de personnalisation, puisque du coup, plus petit groupe veut dire plus de temps passé par l'enseignant à échanger avec chacun. On sent bien que ça ne résout pas complètement, il existe un objectif par TP, par heure de TP, et donc l'objectif de l'enseignant, c'est bien d'atteindre cet objectif-là qu'il s'est fixé en amont à l'intégralité des élèves. La réalité du terrain fait que ceux qui arrivent, tant mieux. Ceux qui n'y arrivent pas, on essaye de les aider souvent avec des heures supplémentaires. Sur la deuxième question beaucoup plus globale que tu poses, jusqu'à présent, l'enseignant, c'est le gardien du temple du savoir. J'aime bien cette image où, voilà, c'est comme quand je présentais l'amphithéâtre, on a un intermédiaire entre la connaissance, la compétence et l'apprenant qui était jusqu'à présent l'enseignant. Alors, Internet, pour moi, floute tout ça et renverse complètement ça. En tout cas, Internet a disrupté, encore une fois avec un joli anglicisme, cette relation-là, puisqu'il n'y a plus besoin de gardien du temple. Aujourd'hui, c'est votre moteur de recherche préféré qui vous donne l'accès au savoir. Est-ce que ça veut dire que, en effet, c'est fini, le métier d'enseignant est à jeter à la poubelle? Évidemment non, puisque donc, comme tu l'as très bien souligné, il est indispensable dans le processus d'apprentissage d'avoir une relation humaine. Donc la question, c'est quelle est la nouvelle place de l'enseignant? Alors j'ai trouvé un joli plant de tomates.
l'enseignant n'est plus gardien du temple de la connaissance, mais devient tuteur, mentor de l'apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà éventuellement qu'il va faire de la curation. La curation, c'est le fait que Internet a démultiplié le nombre de connaissances. Donc une fois qu'on a la quantité, on peut s'attarder sur la qualité. Est-ce que toutes ces connaissances ont la même qualité? Je vous laisse chacun juge. On va partir du principe que les connaissances produites par l'école polytechnique sont d'une qualité certaine comparativement à d'autres lieux ou que sais-je. C'est juste pour le bien de l'exercice, hein. C'est pas forcément vrai, on est d'accord. Et donc, ce que je voudrais vous faire retenir comme idée, c'est que ce tuteur, il est là pour faire assimiler cette connaissance et non plus juste la transmettre. Quand on écrit une formule au tableau, on ne transmet pas la formule, en fait, on présente la connaissance. Le besoin des apprenants d'aujourd'hui et de demain, c'est de savoir manipuler ces connaissances, puisque de toute façon, ils y ont accès. C'est-à-dire que taper théorème de Thalès ou de Pythagore sur votre moteur de recherche préféré, encore une fois, vous aurez la formule. C'est pas ça qui va faire acte d'apprentissage. C'est bien la manipulation. Et pour manipuler une connaissance ou maîtriser une compétence, là, on a toujours besoin de cet enseignant pour guider. Ça devient un guide entre l'élève, l'apprenant et les connaissances ou les compétences. Je vois que certains d'entre vous ont commencé à poser des questions sur la partie Q&A. C'est super. J'invite tous ceux qui en ont à faire de même. Même les questions qui sont posées en amont seront prises en compte. Au contraire, j'essaie de les prendre un peu dans l'ordre d'arrivée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Je les poserai dans la deuxième partie de l'entretien à Mathias. Et donc, cette place de l'humain pose aussi la question du lien du collectif. C'est-à-dire C'est là qu'on aborde justement un peu les résultats de ton travail de thèse, c'est-à-dire que finalement on est moins dans une relation au maître que dans une relation plus socialisée, on va dire. en tout cas, il reste un écart entre, mais qui n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a bien non plus le sachant, mais le mentor, avec des gens qui sont là pour maîtriser les compétences et les connaissances de la formation en question. Donc, on a bien toujours cet échange humain qui est au cœur de la formation, des apprenants avec les enseignants et des pairs entre eux. Donc, les pairs ici, ce sont les élèves entre eux, les apprenants entre eux. Pourquoi? Parce qu'en effet, d'autant plus en formation continue, hier, une collègue m'a montré comment me servir de tels outils de PowerPoint. Et donc là, on est bien dans une relation entre pairs, puisque de la même équipe, et non pas dans une relation élève-mentor. Et donc cet échange entre pairs est primordial. Les travaux de groupe, on travaille dans les travaux de groupe, ces échanges entre pairs où chacun, soit ce sera collaboratif, soit coopératif, soit chacun aura sa partie et donc déjà ça fait avancer le groupe, soit c'est vraiment collaboratif et là tout le monde travaille sur les parties en échangeant sur toutes les parties. Mais donc on a bien ces deux types de relations humaines à maintenir et à préserver, à remettre au cœur de nos formations. Oui, et l'une des choses qu'il faut vraiment dire, pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté, c'est que les outils aujourd'hui, tels qu'on les a en enseignement à distance, permettent ces échanges avec les pairs, que ce soit par les forums dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent être dans les LMS, mais aussi en direct, en synchrone, comme on dit dans notre jargon. Pendant un webinaire, on est capable de faire à distance des groupes de travail virtuels qui peuvent travailler en atelier comme on le faisait avant en salle. Exactement. Donc là, Donc, on a des possibilités techniques. j'ai refait l'historique des MOOC, mais je vais accélérer. L'idée de cette slide, c'était juste de vous rappeler ou de vous, voilà, en tout cas de pointer le fait que quand les MOOC sont nés, on a eu deux catégories de MOOC, les XMOOC et les CMOOC. Le C, c'était pour Community and Connection. Et donc, on a bien cette idée, lors de la création, on va dire, de l'innovation pédagogique qu'ont été les MOOC à un moment donné, il est indispensable, d'autant plus, j'ai envie de dire, qu'on est à distance, que les apprenants soient connectés entre eux et avec l'équipe pédagogique. Oui, parce qu'il y a une autre des critiques qu'on a pu faire à ce genre de méthode, c'est la désocialisation de l'étudiant. Ça a été fait dans plusieurs écoles qui ont été parfois pionnières là-dessus. Et effectivement, on pouvait avoir une désocialisation. En tout cas, il n'y avait plus cet effet promotion, ou en tout cas, il ne se faisait plus de la même manière qu'avant.
ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. À un moment donné, on est aussi en train de fabriquer son réseau, son réseau social, son réseau d'amis, etc. Tout à fait. Et donc ça, on y reviendra un tout petit peu après. Je vais passer du coq au bœuf, si vous me permettez l'expression, avec le second sondage, puisque donc j'ai quand même travaillé durant ma thèse sur ces idées de collaboration, de collectif. Et Et là, du on est coup, passé à, on passe au poids du bovin, donc à un tout autre sujet. sans transition, selon vous, quel est le poids de ce bovin que vous voyez à l'écran normalement? Oui, alors on fera le lien après avec le sujet qui nous occupe. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas passé du digital learning à l'agriculture. On repassera au digital learning dès que vous aurez répondu à la question. En Donc, l'occurrence, on pense à notre auditoire qui travaille dans l'agriculture ou qui a eu des études en agriculture. On attend leur réponse sur cette question. Mais j'étais pas voilà. loin tout à l'heure quand on a fait le test. Mm. Donc, en effet, la transition est un peu abrupte, j'en conviens. Mais N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Submit pour qu'on puisse avoir vos réponses. il y a, il y a un lien, soyez-en convaincus. En tout cas, tu vas t'efforcer de nous le montrer. Donc, est-ce que cette bestiole fait 100 kilos, 500, 1 tonne, 5 tonnes, 10 tonnes? On va peut-être clore le sondage si on a suffisamment de répondants. Et Arnaud, si tu, dès que tu peux, voilà, merci beaucoup. Alors, 45% nous dit 500 kilos, c'est la première réponse, mais 30% nous dit 1 tonne. Donc, on est plutôt dans les bonnes eaux. Exactement. Donc, si mon anglais ne me fait pas défaut, la bonne réponse, c'est bien aux alentours de 500 kilos. En fait, pourquoi je parle là-dessus? C'est parce que Francis Galton, qui est mathématicien, entre autres, au début du siècle dernier, s'est rendu dans une foire et il y avait un concours pour deviner quel était le poids d'un bœuf présent sur la foire. Et donc, tout un chacun pouvait y répondre. Et il s'est rendu compte en collectant les réponses que bien que la dispersion, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment des personnes qui s'y connaissaient, qui avaient trouvé tout de suite la bonne réponse, d'autres personnes qui connaissaient pas du tout ce milieu-là, mais qui se retrouvaient dans cette foire, ont répondu complètement à côté. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en utilisant des outils statistiques assez basiques que sont la moyenne et la médiane de cette distribution, il s'est rendu compte que la foule avait raison, puisqu'il a considéré que la moyenne des réponses, c'était la réponse de la foule. Et donc, il introduit une nouvelle notion qu'il appelle la sagesse des foules. Enfin, il la nomme pas comme ça, d'ailleurs, c'est beaucoup plus, c'est depuis beaucoup plus récemment, puisque 2004, avec James Surowiecki, qui définit ça, la sagesse des foules. Mais en tout cas, dès le début du siècle dernier, et en remontant encore, on peut trouver des traces d'intelligence collective, de sagesse des foules durant la Grèce antique. On a cette notion que la foule ensemble, même si les réponses sont indépendantes, puisque là on était dans un concours, donc chacun jouait pour soi, puisqu'il y avait à gagner le poids de viande du bœuf, etc. Donc il y avait un enjeu. Les gens jouaient les uns contre les autres, mais en tout cas, la réponse de la foule a été très proche, puisqu'elle s'est trompée de quelques pourcents sur le poids final. Si on repart sur The Wisdom of Crowds de James Surowiecki, lui, il démontre que un groupe va réussir à résoudre des problèmes que je trouve personnellement géniaux. Un sous-marin de l'armée américaine disparaît du jour au lendemain, et c'est en faisant appel à un groupe, à une foule, alors peut-être pas une foule, mais en tout cas un groupe très hétérogène. En l'occurrence, eux étaient experts dans leur domaine, mais
chacun dans leur domaine, mais ils étaient tous différents. Et ce n'est que la combinaison des connaissances de chacun en travaillant ensemble qu'ils ont réussi à retrouver le sous-marin perdu. Donc je vais très vite là-dessus, mais je voudrais que vous reteniez l'effet que d'une manière ou d'une autre, la foule peut avoir des bons côtés et si elle arrive à travailler ensemble, qu'elle soit guidée ou non, on peut atteindre des résultats assez surprenants et positifs. On peut citer aussi l'existence de sites internet où des entreprises vont déposer des problèmes. On a besoin d'un nouvel outil pour faire ceci. Eh bien, pareil, on fait un concours, on met ça sur Internet. Donc là, tu vas sur un autre champ qui est celui d'intelligence collective, qui est très, Exactement, très travaillé aujourd'hui, et c'est ça que tu proposes comme l'une des fondations du digital learning. exactement. Et donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on applique ça en cours? Je suis convaincu que c'est bien l'interconnexion, l'échange entre pairs, surtout, qui va permettre à toute une promo de travailler. Euh, L'idée, c'est que, surtout avec la massification, l'enseignant ne va pas pouvoir, encore une fois, répondre aux questions de chacun, etc. Si on a 1000 personnes face à nous, c'est compliqué de pouvoir passer ne serait-ce qu'une heure avec chacun. Donc là, l'idée, c'est de faire appel à cette sagesse des foules, en l'occurrence une promotion de 1000 personnes dans une formation, où chacun, encore une fois, arrive avec son bagage d'expérience et va réussir à résoudre le problème des uns ou des autres. On trouve aussi beaucoup ça sur sur les forums de questions-réponses, où une problématique individuelle est posée à la communauté, et c'est bien la communauté qui va résoudre le problème, et c'est en l'occurrence le cœur de ma thèse. Et donc, j'espère que vous voyez le lien avec la formation, le digital learning. Ceci étant dit, comme on le dit depuis maintenant peut-être 10 minutes, l'importance de la relation humaine fait il faut certainement ne pas avoir en tête que la formation à distance. Donc, en l'occurrence, à l'inverse du théâtre classique qui définissait l'unité de temps et de lieu, le blended learning, on introduit une nouvelle notion, le blended learning va s'appuyer sur ces deux dimensions que sont le temps et le lieu pour créer des formations, des parcours de formation s'appuyant sur les qualités de chacun des morceaux qu'on va voir tout de suite. Donc le lieu, soit on se retrouve dans la même salle que l'enseignant, on parle alors de présentiel, soit non, comme nous sommes actuellement, on est en train de faire une conférence distancielle, en bon En synchrone. français. En l'occurrence, en synchrone, qui est la deuxième dimension. Mais quand on mettra, par exemple, ce webinaire, je suis désolé, j'essaie d'accélérer un peu Pardon. pour laisser le temps aux questions, parce qu'on a beaucoup de questions. Quand on mettra ce webinaire sur la chaîne YouTube et que quelqu'un le revisionnera, on passera en mode asynchrone, distanciel asynchrone. Exactement. Donc, j'ai pas d'exemple à vous donner du présentiel asynchrone. J'ai éventuellement pensé à des calls en classe préparatoire, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, on a vraiment cet amphithéâtre, en l'occurrence présentiel synchrone, ou cette classe, peu importe, en présentiel synchrone. Ce que nous sommes en train de vivre, qui est du distanciel synchrone, et le fait de voir une vidéo, le replay de cette conférence a posteriori en distanciel asynchrone. Le but du jeu avec le blended learning, c'est bien de s'appuyer sur ces trois possibilités-là et de créer un parcours de formation présentant ces trois temps-là et utilisant les qualités de chacun au sein de la formation. Et peut-être voilà, qu'on peut passer du coup très Très rapidement rapidement. à la dernière question que je souhaitais te poser avant qu'on puisse donner la parole à nos participants. Euh, alors nous, comme d'autres, on s'est retrouvés avec l'annulation de toutes les formations présentielles pendant le confinement et comme beaucoup d'autres, comme à l'école, comme en formation initiale, comme nos confrères de formation continue, on s'est retrouvés à essayer de passer d'un seul coup dans un mode qui était avant très majoritairement présentiel, même si on travaillait déjà avec du digital learning et avec du distanciel, à un mode quasiment uniquement distanciel, que ce soit synchrone ou asynchrone. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, qui étais à la manœuvre là, tu as pu réagir et surtout, quels sont les phénomènes qui te semblent durables là-dedans? Tout à fait. Alors,
le premier choc passé, ça a été de dire yes you can à nos clients. En effet, la formation à distance fonctionne. Alors ça paraît un peu le pèlerin qui professe, mais c'est vrai qu'on a quand même des résultats qui nous laissent penser que ce soit du synchrone ou de l'asynchrone, la formation réussit. Et donc, en effet, que ce soit nos clients ou les apprenants dans les formations, là, je vous mets une citation d'un apprenant sur l'une de nos formations, les fondamentaux du management. La personne elle-même avait peur et a été surprise que, en fait, ça marche. Donc ça a été le premier point aussi lors de la crise. Ensuite, évidemment, il a fallu travailler avec les enseignants. Ce sont eux qui créent les formations, il ne faut jamais l'oublier. Ce sont eux qui maîtrisent les connaissances, les compétences au sein de la formation. Donc, ce sont eux qui sont au cœur du périmètre de formation. Donc, la première étape, parce qu'on fait face à une population très hétérogène face au numérique, c'est d'abord de les embarquer, de les rassurer. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de dire que l'ingénierie pédagogique dont on n'a pas, que tu as évoqué une fois, mais dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est en fait des ingénieurs pédagogiques comme moi qui vont accompagner les enseignants pour les aider à basculer notamment du présentiel au distanciel, ce qu'on a été obligé de faire pendant la crise. Et donc, il a d'abord fallu les convaincre. Ensuite, il faut les former, ces enseignants. Il fallait les convaincre, mais ils étaient déjà contraints, notamment à l'école, de digitaliser leur formation initiale en partie, ce qui leur a pris d'ailleurs pas mal de temps. Mais il a fallu effectivement les former, comme tu le dis, et les embarquer pour leur dire ça peut marcher aussi en formation continue. Exactement. Et en réalité, en formation initiale, la cellule e-learning a fait un travail phénoménal pendant la crise du Covid pour former à marche forcée l'intégralité du corps enseignant de l'école, en tout cas l'intégralité, une grande partie, puisqu'encore une fois, on est face à une population très hétérogène, sur les aider à utiliser ces outils numériques. Voilà. Et le dernier point, c'est bien cette ingénierie pédagogique. Le point de vigilance, c'est qu'un outil tel qu'une visioconférence n'est jamais qu'un outil, donc il ne faut pas en avoir peur, et c'est bien la manière dont on s'en sert qui va rendre l'activité utile ou non. Pour rendre une activité utile, il faut faire de l'ingénierie pédagogique. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie pédagogique? C'est penser en amont de l'acte de formation tout le parcours apprenant au sein de cette formation. Et donc, en effet, la crise du Covid, je pense, a souligné l'importance, le fait que l'étape ingénierie pédagogique devienne indispensable, que les enseignants n'ont pas nécessairement le temps pour faire ce travail-là, et donc un nouveau corps de métier est apparu en la fonction des ingénieurs pédagogiques. Voilà, on accélère. Donc, est-ce que c'est le digital learning? Est-ce que ça veut dire tout à distance? Non, bien évidemment que non. Est-ce que ça veut dire supprimer toute relation tangible? C'est pas du tout mon propos ni mon objectif pour nos formations. On peut penser notamment à des actes de formation qui ne peuvent se faire qu'en présentiel. Est-ce que on imagine aujourd'hui former un boulanger, un soudeur via des vidéos? Aujourd'hui, on serait en mesure, via des tutoriels, mais je ne suis pas certain de l'efficacité de la chose, on sent bien que dès qu'il s'agit d'acquérir une compétence manuelle, là, il faut une formation présentielle synchrone. Alors, la FES est intéressante pour ça, qui est la formation en situation de travail, puisque donc c'est bien le mélange d'un état de formation au sein d'un travail. Et donc on mélange bien les deux mondes, puisque surtout en formation continue, où l'objectif est d'atteindre un certain niveau de maîtrise de compétences, le fait de pouvoir tout de suite appliquer les connaissances apprises en formation dans notre métier, c'est la meilleure façon pour ancrer ces compétences-là. Alors j'ai rajouté aujourd'hui, je vais aller très vite, parce qu'on pourrait imaginer demain avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée que si on pourrait former un boulanger. Moi, j'ai déjà un contre-exemple qui date d'il y a 5-6 ans, quand je travaillais sur la pédagogie dans les collèges. Je me souviens d'un professeur de l'école Boulle, un prof de tapisserie,
qui faisait déjà du blended learning, de la classe inversée en l'occurrence, sur la manière, je crois, de tapisser une chaise Louis XV. Bah, voilà. Et donc, et donc, il me disait, bah, en fait, quand on fait une démonstration, on sait pas, les élèves les moins bien placés voient pas tout, voient pas tous les gestes. Là, ils peuvent se repasser la vidéo sur ce qu'ils n'ont pas compris. Et on était déjà effectivement sur des choses qui, sans être en réalité virtuelle, avec des moyens finalement assez simples, permettaient une démultiplication de l'efficacité du geste pédagogique. Tout à fait. Ceci dit, effectivement, on n'a pas. Alors, effectivement, on a beaucoup de questions sur l'évaluation, donc tu as raison d'en arriver à Kirkpatrick. En fait, dans ce que tu dis, c'est l'idée de la classe inversée, en effet, qui est encore une notion qui vient de nos amis anglo-saxons. Je vais aller très rapidement. L'idée de la classe inversée ou flipped classroom en anglais, c'est bien de se dire qu'en réalité, l'apprenant arrive en cours en ayant travaillé les notions. Il les a comprises, il les a pas comprises. En tout cas, il est allé voir la définition en amont. Et le cours présentiel synchrone n'est là que pour appliquer, poser les questions à l'enseignant, éclaircir toutes les incompréhensions. Euh, Quand je parlais de réalité virtuelle, c'était bien la notion que même ces instants présentiels synchrones, le jour où la technologie le permettra, elle sera très stable, on a des premières expérimentations en ce sens, on pourra même, si on le souhaite, faire ces temps synchrones présentiels à distance en réalité virtuelle. Je ferme la parenthèse. Ce qui est hyper important chez nous en formation continue, je ne sais pas que ce n'est pas important en formation initiale, mais chez nous, c'est une partie intégrante, c'est le suivi de la qualité des formations. Donc sur le suivi de la qualité des formations, on a Kirkpatrick qui a défini un modèle en 4 niveaux. Toutes les entreprises, tous nos clients sont au courant de ça. D'abord, est-ce que les apprenants ont été satisfaits de la formation, qui est une notion très subjective. La deuxième partie, c'est l'évaluation des acquis, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont appris des connaissances. Le troisième niveau, c'est l'évaluation du transfert de savoir. Là, c'est une fois qu'ils ont acquis les connaissances, pardon, c'est est-ce qu'ils savent les mettre en pratique au sein de leur travail. Et le retour sur investissement de la formation, qui est le dernier niveau, c'est est-ce que du coup, caricaturalement, il y a une augmentation de la productivité suite à cette formation. Tout ça n'est possible qu'à la condition, et ça fait partie de l'ingénierie pédagogique, qu'on a défini l'intégralité des objectifs pédagogiques, de compétences et généraux de la formation. Et qu'est-ce que c'est que définir un objectif de formation, surtout en formation continue? C'est bien l'atteinte d'un certain niveau de compétence. Le fait de dire j'ai appris une compétence ne veut pas dire grand-chose. En revanche, je maîtrise une compétence, on a atteint un certain niveau de maîtrise de cette compétence. Donc là, on peut citer la taxonomie de Bloom, si je ne dis pas de bêtises, qui définit les différents niveaux de maîtrise d'une compétence. Et donc, quand on construit nos formations, on est bien sur la définition de ces objectifs-là qui vont permettre de ensuite découler le contenu de la formation en associant une activité pédagogique à un de ces objectifs pour la formation. Voilà. Merci beaucoup, Mathias. C'était très riche. C'est pour ça qu'on s'arrête peut-être un peu plus tard que prévu avant de passer aux questions. Première question, quelle est l'expérience, est-ce qu'il y a des études sur la manière dont le corps enseignant ressent ça? Parce que moi, je vois par exemple en sciences humaines que beaucoup d'enseignants-chercheurs peuvent être moteurs, mais que beaucoup d'autres le sont moins. Alors à la fois parce que certains disent, effectivement, on va nous remplacer par des ingénieurs pédagogiques, mais parce que d'autres disent aussi on aura moins de postes, donc des préoccupations qui sont des préoccupations qu'on pourrait qualifier de plutôt corporatistes, mais aussi et surtout un attachement à des gestes pédagogiques pour certains qui disent, bah, par exemple, l'histoire, ça se raconte. Et la mise en récit ne va pas être la même si j'ai 2 heures de cours magistral devant 200 personnes ou si j'ai des capsules de 5 minutes. Donc, de fait, il y a aussi cette question-là. Est-ce que tout peut être parce qu'on est quand même sur des formats, on l'a pas dit, hein, mais on va être sur des formats qui en ligne vont être plus brefs, vont être plus percutants, vont aller plus directement à leur point. Et évidemment, certains enseignants pourraient dire que c'est pas ce qui leur convient et que il y a aussi un certain charme à ce cours magistral où on racontait vraiment des choses et où on découpait pas le savoir en petites unités.
Je pense aussi Je, aux témoignages de gens qui racontent encore les cours de Yankelevitch, par exemple, à la Sorbonne, qui étaient apparemment des divagations assez géniales, avec des intuitions et aussi des moments d'ennui, mais où finalement il se passait quelque chose dans la relation au public. Euh, mon objectif, ce qui m'anime quand même sur tous ces sujets, ce n'est pas l'enseignement, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que mon seul objectif, et les outils numériques nous y aident, c'est la réduction des inégalités de connaissances et de compétences. Donc, le seul moteur que j'ai, moi, quand j'accompagne un enseignant, c'est est-ce qu'on va faire une formation ou à la sortie, on atteint bien les objectifs qu'on s'est définis au début et que l'apprenant a bien appris et maîtrise ou atteint le niveau de maîtrise de la compétence qu'on s'est fixée initialement. Donc, j'entends toutes les craintes des enseignants et qui sont légitimes. Ce que j'ajouterais à ça, c'est que mon objectif, c'est pas du tout de faire du e-learning, c'est bien de faire du blended learning. Pour la raison que j'expliquais un peu avant, c'est que chaque modalité de formation, synchrone, distancielle, etc., propose des avantages par rapport aux autres solutions. Mais On- justement, quand je te parlais de cours magistral, ce qui est intéressant dans le blended learning, c'est que ça change quand même, et tu l'as dit toi-même, la place du professeur qui, de gardien du savoir, devient le tuteur, ou en tout cas celui qui va accompagner les apprentissages, voire qui va même devenir community manager, parce qu'il va, même s'il peut se faire épauler, hein, parce qu'il va devoir mobiliser cette intelligence collective dont tu parlais, et du coup, c'est plus la même parole, c'est plus une parole c'est vrai. de maître, c'est une parole qui va plutôt être une parole de, je sais pas, de coach pour prendre un mot à la mode ou en tout cas d'accompagnant. C'est plus une parole qui va être une parole qui va raconter, c'est une parole qui va remettre en question, remettre en cause, qui va être plus socratique peut-être, mais qui va être qui va moins permettre de raconter des histoires en tout cas. Ben, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Est-ce que donc pareil, j'ai pu avoir des échos d'enseignants qui me disaient mais j'ai pas c'est pas le métier que j'ai choisi et ça j'en suis tout à fait conscient. Encore une fois, du point de vue de l'apprenant, en tant que si je me mets à la place de l'apprenant, est-ce que j'ai besoin d'un enseignant moteur de recherche? Je ne crois pas parce que j'ai un moteur de recherche. En revanche, est-ce que j'ai besoin d'un enseignant qui est expert de son domaine, ce que ne le sera jamais un enseignant-chercheur, et qui a des années d'expérience dans son domaine, surtout en enseignement et recherche, où leur recherche alimente leur enseignement, ils sont imbattables quant à la compréhension des connaissances et des compétences. Et selon moi, du point de vue de l'apprenant, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui t'accompagne à faire du pain que d'avoir la recette. Voilà. Donc après, on est en phase de transition. Les ingénieurs pédagogiques qui, eux, ont par leur formation les outils, on leur apprend la boîte à outils pour enseigner. Ils ne se substitueront jamais à l'enseignant, et en tout cas, c'est pas mon objectif en tant qu'ingénieur pédagogique, j'en aurais pas la prétention, loin de là. En revanche, de les aider à réfléchir sur la manière dont il faut accompagner les apprenants, parce que ça reste ça l'objectif final d'une formation quand même, c'est que les gens apprennent quelque chose à l'issue de la formation. C'est comment est-ce qu'on fait ça le mieux possible avec, ça c'est plutôt une conviction, en effet, l'appui d'outils numériques qui nous facilitent quand même grandement le travail. Autre question qui n'a rien à voir, mais qui est posée également sur la partie Q&A. Est-ce que le digital learning n'est pas aussi une manière d'accélérer la privatisation des savoirs online, puisqu'on voit qu'il y a eu quand même le succès de la Khan Academy, de Coursera, de DataCamp. On t'a parlé de MOOC, mais les MOOC, c'est un peu du passé. Maintenant, on est plutôt dans la production de SPOC, c'est-à-dire de formats qui vont être des formats fermés et payants et non plus des formats ouverts et massifs. Et donc, est-ce que quand tu parles de cette massification, c'est pas des jolis mots un peu utopiques qu'on met sur une réalité économique qui est tout autre? Dans la question de ce que j'entends, Je relais une question hein, du forum. Hein. ça serait, peut-être que je suis interprète, comparativement à l'amphithéâtre ou à l'enseignement classique. Donc déjà, si c'est bien ça la question, ce qui se passe dans un amphi reste dans un amphi quand même. Donc en termes de privatisation, au contraire,
les plateformes que tu as citées, Fabien, font toutes des contenus gratuits. Et quand je dis gratuit, c'est l'accès au contenu est gratuit. Donc ensuite, il faut être conscient que, encore une fois, un accès au contenu n'est pas l'assimilation de ce contenu ni sa maîtrise, Pardon. mais la partie accès au savoir, qui a été l'un des premiers freins quand même, qui est selon moi l'un des premiers freins, ou en tout cas celui qui a explosé avec les MOOC, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a accès au meilleur contenu. Donc ça, sur la privatisation des contenus, je m'inscris un peu en faux contre cette accusation-là, contre le digital learning. Après, est-ce qu'il y a un business sur le digital learning? Évidemment. Il y avait aussi un business avant sur, il y avait des boîtes à bac, il y avait des universités privées, il y avait des cours il y a toujours des cours de langue privée. Enfin, Oui, évidemment. est-ce que tu vois une dynamique qui va plutôt dans le sens de la privatisation, ou est-ce que tu dirais que il y avait du privé et du public avant, il y a du privé et du public maintenant? C'est plutôt la deuxième option, avec l'idée que si on prend notre cas de la formation continue de l'école polytechnique, on s'appuie sur des savoirs. Aujourd'hui, l'école a une vingtaine de MOOC, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ben, une partie de ces MOOC, on les utilise dans nos formations. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Encore une fois, que le contenu, c'est pas ce qui a de la valeur pécuniaire, on va dire, puisque, encore une fois, tout le monde, avec son moteur de recherche préféré, a accès à ce contenu. En revanche, la plus-value de venir à l'XXZ en l'occurrence, c'est bien la manière dont on a construit une formation autour d'un contenu qui est abrupt et qui reste à polir avec les enseignants-chercheurs en formation, avec ces échanges interpersonnels dont on a parlé dans le collectif des formations. Mais en réalité, ça, c'est pas du digital learning, c'est de la formation. Hmm. Et donc, du coup, est-ce que tu as l'impression que les outils d'aujourd'hui sont suffisants? Comment est-ce que tu vois, ce sera la dernière question, la manière dont l'évolution des outils pourrait permettre de mettre un peu le numérique au service de l'humain, parce que on n'a quand même pas objectivement répondu à toutes les questions qu'on s'est posées sur les problèmes de socialisation, sur les problèmes de contact. Finalement, on déplace la question en disant la question n'est plus la relation à l'enseignant, c'est la relation au savoir d'une part, au père d'autre part et au tuteur. Mais finalement, est-ce que du coup, cette puissance-là, cette puissance du collectif, va être accompagnée par de nouveaux outils ou est-ce que les outils actuels le permettent déjà? Est-ce qu'on sous-utilise les outils actuels peut-être? Je ne sais pas. Donc les deux, en réalité, je pense qu'en effet, cette culture de la scénarisation de la formation reste à se développer. Aujourd'hui, la plateforme Moodle permet de faire des choses vraiment fantastiques en termes de collaboration avec. En plus, c'est une communauté ouverte qui rejoint un peu la question de la privatisation. Donc, on s'est doté d'une plateforme qui est open source. Open source, ça ne veut pas dire gratuite. En revanche, ça veut dire qu'il existe une communauté de praticiens qui développent des outils pour le développement de ces relations. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, les outils sont sous-exploités. Comme par ailleurs, quand j'évoquais la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça, c'est les promesses de demain. Quand j'évoquais les learning analytics, c'est aussi très sous-exploité Mais avec peut-être. l'adaptative learning. Mais est-ce que tu En- penses que justement, parce que tu vas vite sur la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, qui sont deux choses très différentes, hein. La réalité virtuelle, pour aller vite, c'est quand on se projette par un avatar, par exemple, dans un monde virtuel, mais du coup, je vais avoir l'impression, même si on est à distance, que bah, toi, Mathias, tu es en face de moi, tu vas être matérialisé par un avatar qui va réagir à mes questions, etc. La réalité augmentée, bah, c'est ce que vous avez quand vous jouez à Pokémon Go, c'est-à-dire que vous allez avoir la réalité, vous allez voir votre réalité, ce qui vous entoure qui va être augmenté par les Pokémon ou les Pokéballs que vous allez voir, en tout cas les artefacts qui vont être ceux du jeu, mais en utilisant le support de la réalité habituelle. Mais donc, si on pense par exemple à la réalité virtuelle, euh, est-ce que ce serait une manière finalement de dire, de réinventer le présentiel? Est-ce que tu vois ce type de promesse ou est-ce que tu penses que pour l'instant on est vraiment très loin? En fait, en se posant cette question, on fait le jeu des détracteurs du digital learning. La question telle que tu la formules, c'est quel est l'usage d'un outil dans une formation? En tant qu'ingénieur pédagogique, c'est pas du tout ça que je me pose, c'est quel est mon objectif pédagogique et quel va en être le meilleur outil. Et donc, une fois qu'on a défini un objectif pédagogique ou de compétence, à ce moment-là, je vais essayer de trouver la meilleure activité pour atteindre ou les meilleures activités pour atteindre cet objectif.
Et ça aussi, c'est vraiment primordial à intégrer, je pense, dans tout l'écosystème, c'est que les ingénieurs pédagogiques ne sont pas les messies ou en tout cas les, les ayatollahs des outils. Ils Ils remettent. restent au service de l'objectif pédagogique d'abord. Exactement. Et donc, posons-nous la question de quel est notre objectif. On réfléchira ensuite à quel outil, s'il en existe un, permet de l'atteindre. Et je voudrais quand même pas finir sur cette note un peu péjorative. En tout cas, notre objectif pour demain à l'Exed, c'est bien de viser ces formations hybrides qui vont s'appuyer sur les différentes modalités pédagogiques pour atteindre ces objectifs-là. Et dans les différentes modalités pédagogiques, des fois, on utilisera des outils numériques et des fois, non. Très bien. Ben, merci en tout cas Mathias pour cette conclusion optimiste. On va voir on va voir ce que nous promettent les nouveaux outils plus tard. En tout cas, merci encore. Merci à vous tous qui vous êtes connectés et qui avez posé des questions, qui avaient répondu au quiz, et qui nous suivaient peut-être depuis la première minute de l'X il y a maintenant quelques semaines. Les minutes de l'X vont s'arrêter pour la pause estivale, comme je vous le disais au début. On se retrouvera à la rentrée avec un nouveau programme où on parlera peut-être un peu plus d'avenir. Euh, En tout cas, je remercie tous ceux qui ont rendu ces minutes possibles. Donc, Mathias aujourd'hui, qui a été mon invité, mais qui a aussi été celui qui a techniquement guidé le début de ces minutes de l'X. Arnaud qui lui a succédé. Marie Bresson qui nous aide beaucoup à l'école et le comité éditorial de ces minutes de l'X qui nous permet de vous proposer les meilleurs contenus possibles, en tout cas on l'espère. Voilà. Et merci encore à tous et je vous souhaite une bonne pause estivale et de bonnes vacances à ceux qui vont en prendre. Merci, au revoir. Au revoir.